Nos trucs. Bonsoir à toutes et à tous. C'est un grand plaisir que de vous accueillir ce soir, de vous accueillir pour cette quatrième et dernière webconférence du MOOC avec un grand enthousiasme parce que vous allez le voir à travers la mosaïque de visages qui petit à petit vont s'afficher sur votre écran. Nous avons jugé qu'il était tout à fait opportun, puisque des communications, des échanges et même des amitiés naissent et se développent dans le cadre du MOOC, entre vous, bien sûr, mais avec aussi les tuteurs qui sont là, qui sont présents, qui sont nombreux depuis cette première session de 2017 et qui vous accompagnent également pendant cette session, cette sixième session du MOOC. Et Bernard, qui en a été à l'origine, aura l'occasion de retracer un peu cette belle histoire. Donc, ils sont là, en tout cas pour certains d'entre eux. Bien évidemment, pas tous, parce que vous le découvrirez, ils sont très nombreux. Et certains nous ont fait le plaisir également de s'enregistrer. Voilà, donc nous avons souhaité donner une dimension qui est fondamentale dans toutes les actions de la F3M, c'est la dimension humaine. Voilà, donc on est très heureux de vous accueillir. Vous voyez Karine Kreuter, qui est une fidèle parmi les fidèles et qui est proche de vous, mais aussi elle est proche des tuteurs et je pense qu'elle en dira également un petit mot tout à l'heure. Bernard, que je ne présente plus, et puis Maryse. Maryse qui est aussi à l'origine du fameux comité pédagogique, du comité de pilotage du MOOC, qui est de temps en temps tutrice, de temps en temps à l'écoute, de temps en temps eh bien, pour nous prodiguer un certain nombre de conseils. Et puis, Dominique Thierry, qui viendra intervenir dans quelques minutes, parce qu'il y a beaucoup de questions aussi de relations avec l'entourage qui concernent les aspects administratifs, les aspects juridiques, les aspects sociaux. Et puis, tous ceux qui interviendront les uns après les autres pour constituer cette belle mosaïque. Donc, voilà, un grand merci de nous suivre tous, toutes. C'est aussi l'occasion d'utiliser un nouveau système, que de nouveautés ce soir. Et donc, nous allons prendre quelques repères ensemble, si vous voulez bien, avec l'utilisation de cette nouvelle plateforme. Et eh bien, cette utilisation, à travers la mosaïque qu'on revoit ici, eh bien, vous pouvez, à la différence peut-être de ceux qui nous ont suivis jusqu'à présent sur une autre plateforme, vous avez sur votre écran, il vous suffit de vous promener en bas de l'écran et puis d'utiliser, lorsque vous allez voir au centre, vous avez trois onglets, trois icônes. Une icône qui s'appelle Converser. Voilà, prenez le temps simplement d'apprivoiser ce nouveau système. Converser, c'est ce qu'on appelle le chat. C'est l'occasion eh bien, de partager entre vous des informations, mais surtout, et n'hésitez pas à le faire, eh bien, de nous dire d'où vous venez, de nous souhaiter le bonjour, le bonsoir, que vous soyez eh bien, en Bretagne, dans le sud-est, en région parisienne, que sais-je. Donc, ce petit bouton converser, une fois de plus, vous vous promenez sur cet écran et en bas, vous allez voir ces trois onglets. Au centre, vous avez un onglet qui s'appelle l'onglet questions et réponses, Q et R. Eh bien, c'est l'onglet de ceux qui eh bien, choisissent de poser des questions. Nous le savons, rien n'est obligatoire, ni dans le MOOC, ni dans les webconférences. Si vous souhaitez simplement eh bien, écouter les interventions, eh bien, c'est votre choix. Si vous souhaitez poser des questions, donc cet onglet. Et puis, le troisième onglet que nous allons à nouveau utiliser, qui est l'onglet sondage, eh bien, cet onglet sondage que nous utilisons maintenant plus régulièrement, eh bien, c'est une photographie à l'instant donné eh bien, de vos idées, de vos réponses à certaines de nos questions. Voilà. Et j'en profite pour signaler, et je pense que Laurent Gillot, qui est le président de la F3M, qui interviendra en fin de session, il aura l'occasion d'y revenir, mais j'en profite déjà pour vous rappeler qu'il y a une vaste enquête qui a été lancée par la F3M et qui concerne la journée nationale du myélome 2020 et je pense que Bernard également dira quelques mots. Voilà, vous avez eu le temps, j'espère, de vous familiariser avec ces nouveaux éléments. J'ai pris un petit peu de temps pour que vous puissiez les utiliser.
Voilà, donc conversez, posez vos questions et réponses, et puis bien sûr, le fameux sondage. Voilà. Alors, avant que Dominique n'intervienne, eh bien, je demande à Bernard. Bernard, si tu veux bien nous dire quelques mots. Écoutez, moi, simplement, pour vous dire que c'est un réel plaisir pour moi de vous accueillir pour cette dernière web conférence qui va, non pas clôturer, mais oui, finaliser cette 6e session du MOOC. Et je me disais que depuis le 19 mars, on a eu l'occasion de se réunir à 8 reprises au travers de web conférences dédiées au Covid, mais aussi les 4 web conférences qui ont été tenues dans le cadre de ce MOOC. Ça a permis de rassembler plus de 2000 personnes, c'est quand même significatif, voilà, et que je me réjouis de ce succès, non pas en termes de succès, mais que je pense que cette initiative a été utile et intéressante pour tous, voilà, de la même façon que je me félicite qu'il y a encore un petit 200 participants actifs sur le MOOC, et ça me donne aussi l'occasion de remercier les tuteurs, mais je laisserai Pierre le faire dans un moment et j'en dis pas plus et je laisse la parole donc à Dominique pour ouvrir cette webconférence et aborder toutes les questions sociales et juridiques qui ont pu être abordées lors des précédentes webconf et qui étaient restées sans réponse. Merci Dominique. Merci, merci Bernard et ravi de vous retrouver ce soir. Donc on peut peut-être passer à la première slide avec des questions. Donc, le médecin conseil de la sécurité sociale refuse la reconnaissance, donc la mise en invalidité, j'imagine. Cela fait un an qu'on avance pour mettre en place un poste adapté. Ce médecin réfute même le travail à mi-temps thérapeutique et me pousse à une reprise du travail dès le déconfinement. Alors, le problème là, c'est que ce qui se passe, c'est qu'au niveau de la pension d'invalidité, effectivement, le médecin conseil de la sécurité sociale va estimer si oui ou non votre état de santé nécessite une invalidité. Et pour cela, il faut que vous ayez une diminution de votre capacité de travail d'au moins 2/3, voire ou une diminution de vos gains d'au moins 2/3. Si ce n'est pas le cas, effectivement, on ne remplit pas les conditions de la pension d'invalidité et on est censé reprendre sur un temps plein à partir du moment où les indemnités journalières de la sécurité sociale ne sont plus accessibles parce que vous êtes arrivé au maximum des 3 ans de date à date qui peuvent être ouverts au niveau administratif. Donc là, je ne sais pas trop où vous en êtes, si effectivement vous avez terminé ces indemnités journalières, donc ce droit à 3 ans ou pas. Vous évoquez un mi-temps thérapeutique. Là, effectivement, il est conditionné au fait d'avoir encore une ouverture de droit aux indemnités journalières. Donc, c'est un petit peu compliqué de répondre à la question telle qu'elle est posée. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, c'est le médecin conseil qui décide de l'attribution ou non de cette pension d'invalidité, qu'à partir du moment où il y a une décision de ce médecin conseil, on peut la contester et introduire un recours contre la décision du médecin conseil. Ce qu'il faut pour ça, c'est effectivement bétonner le dossier médical. Et justement sur le fait qu'on n'a vraiment pas la possibilité de repartir sur un temps plein, voire dans certains cas qu'on ne peut pas du tout retravailler. Alors, par rapport à une reprise au travail dès le déconfinement, aujourd'hui, on n'est pas sur un arrêt de travail classique. Si vous aviez déjà repris le travail, ce que j'ignore, mais en tout cas pour les personnes qui sont en arrêt de travail de prévention par rapport à un risque de faire une forme aggravée du Covid, ces personnes ont basculé sur l'activité partielle au 1er juin. Donc à partir du moment où vous êtes sur cette activité partielle, ce n'est pas du tout la sécurité sociale qui a la main. Là, c'est normalement la sécurité sociale a dû envoyer à votre employeur un certificat d'isolement au 30 avril, ce qui a permis à votre employeur de faire la bascule sur l'activité partielle. Et à compter de cette mise en activité partielle, effectivement, la date de reprise, elle
laquelle elle sera fixée par décret. Et le gouvernement a jusqu'au 31 décembre 2020 pour faire paraître la date à laquelle les personnes qui sont actuellement en activité partielle, que ce soit parce que pour prévenir un risque de Covid aggravé ou parce qu'ils cohabitent avec une personne proche, ces personnes reprendront effectivement le travail à partir du moment où on aura une date qui sera fixée par décret. Donc voilà. Après, ce que je vous engage à faire pour que je puisse répondre de manière plus personnelle à votre problématique, c'est contacter Juris Santé et on se fera un plaisir d'examiner ce qui se passe exactement pour vous et de vous faire une réponse complètement personnalisée. Donc, quel est l'intérêt de faire reconnaître le myélome multiple en tant que maladie professionnelle? Ben, évidemment, il y a tout de suite la réponse qui vient derrière. Déjà, il y a un intérêt financier, puisqu'à partir du moment où vous êtes en activité, vous êtes en maladie professionnelle ou en accident du travail, bien évidemment, vous avez déjà au niveau financier, pendant un certain temps, vous avez une majoration, enfin, dès le départ, vous avez une majoration des indemnités journalières de la sécurité sociale qui, au lieu de 50%, sont de 60% dans un premier temps. Dans un deuxième temps, elles sont augmentées à 80% et à ça s'ajoutent d'éventuels compléments via l'employeur en fonction des accords de branche, des conventions collectives, voire de votre ancienneté. Donc, bien évidemment, il y a un intérêt financier dès le départ avec cette majoration des indemnités journalières, mais il y a aussi un intérêt financier à plus long terme, puisque si la maladie est reconnue professionnellement et qu'il y a des séquelles, au bout d'un moment, il y aura également la possibilité de bénéficier d'une rente qui, dans un premier temps, peut être temporaire et qui va devenir définitive à partir du moment où l'état de santé sera consolidé. Et il faut savoir que la rente permanente, elle sera versée jusqu'au jour de votre décès, voire elle pourra également être versée à votre épouse, par exemple, en tant qu'ayant droit après votre décès. Donc, il est évidemment très, très important de faire reconnaître la pathologie en tant que maladie professionnelle, le cas échéant. De plus, on n'est pas soumis là à la règle des 3 ans de date à date d'ouverture de droit dans le cadre de l'affection de longue durée, mais ce sont des ouvertures de droit beaucoup plus longues tant que le dossier n'est pas traité ou tant qu'il n'y a pas une consolidation de l'état de santé. En ce qui concerne donc quelqu'un à qui on a montré le tableau sur les maladies professionnelles, donc effectivement le myélome peut être figure sur alors je reprends, j'avais pris en note, excusez-moi, le myélome multiple figure bien sur ce tableau dans la mesure où en tant que hémopathie maligne, et vous allez le retrouver dans le tableau numéro 4 du régime général et dans le tableau numéro 19 du régime agricole. Donc voilà, j'espère que ça répond à votre question. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je vous conseille vivement, si vous êtes suivi dans un grand centre de cancérologie ou en tout cas si dans votre ville ou à proximité, il y a un centre de cancérologie, un grand centre, maintenant, ils ont très souvent mis en place des consultations spécifiques parce qu'on sait très bien que peu de personnes font reconnaître les maladies professionnelles. Et donc, ce sont des médecins, en général, c'est une équipe pluridisciplinaire qui vous reçoit, qui sont très au fait des substances auxquelles vous avez pu être confrontés, qui peuvent conduire effectivement à créer un lien avec l'emploi que vous exerciez et effectuer donc ce lien de causalité entre votre emploi, la substance et la maladie et donc le myélome multiple, et ils vous aident à partir de là à constituer votre dossier et ils vous soutiennent tout au long de ce parcours. Donc rapprochez-vous, je vous incite fortement à vous rapprocher d'un de ces centres de consultation spécifiques dans le cancer par rapport à la maladie professionnelle. On peut passer à la dia suivante. Je crois qu'il y a d'autres questions encore. Je ne sais pas, il y a moyen de passer à la dia suivante? Oui, alors voilà la dia suivante. Donc voilà, donc le médecin du travail là a effectivement demandé une
étude à un organisme qui définit les maladies professionnelles, je pense que dans ce cas-là, vous êtes entre de bonnes mains. Et l'objectif, effectivement, est de faire le lien entre les substances que vous avez rencontrées dans le cadre de l'exercice de votre profession et le myélome multiple. Donc voilà, il faut faire confiance à ce médecin du travail et effectivement continuer en ce sens. Donc, sur quels critères sera décidé ou non que votre myélome multiple est une maladie professionnelle? Eh bien, il faut justement établir le lien de causalité entre l'exposition à des substances et la maladie. Donc, comme je vous ai dit au tout début, le myélome multiple est bien repris sur 2 tableaux différents en termes de maladie professionnelle. Donc, il faut qu'on puisse l'intégrer. Après, si ça ne devait pas déjà, s'il ne figure pas déjà au tableau, il faut savoir qu'il y a également parfois des décisions malgré tout de mise en maladie professionnelle parce que hors tableau, parce que justement on arrive à prouver ce lien de causalité, et c'est comme ça aussi qu'on fait avancer d'ailleurs la reconnaissance en maladie professionnelle de toute une série de pathologies. Moi j'ai l'exemple du lymphome où depuis quelques années maintenant, on admet complètement que le lymphome soit une maladie professionnelle pour les agriculteurs. Ça ne s'est pas fait en un jour, ça a été vraiment des agriculteurs qui, effectivement, avec des médecins, ont vraiment établi qu'il y avait un lien de causalité entre l'exposition à certains pesticides et le déclenchement du lymphome. Donc voilà, sur les critères, c'est vraiment ça, c'est établir ce lien de causalité. Je peux pas, voilà, c'est compliqué d'aller plus avant dans ce cadre-ci. Donc, dernière question, je crois. Je suis enseignant au collège en Seine-Maritime, en Seine-Saint-Denis. Donc, vous avez un myélome et vous avez également une BPCO, plus d'autres pathologies. Pouvez-vous reprendre le travail sans crainte? Là, c'est plus au médecin de vous répondre, hein, si lui, il estime que vous êtes toujours à risque par rapport à la circulation du virus. Après, c'est aussi des questions, je vous dirais qu'il y a aussi la question de votre employeur, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit beaucoup, c'est que les employeurs sont tenus de mettre en place des mesures de sécurité, hein, de sécuriser au maximum les postes de travail par rapport au Covid, et ces employeurs ne sont pas très enclins à faire revenir travailler des personnes dont ils ont pu savoir qu'ils sont à risque aggravé de faire un Covid potentiellement grave et impactant pour eux. Donc ce sont ces employeurs, moi je vois, et on a eu beaucoup de questions les 15 derniers jours de personnes qui nous disaient que leur employeur leur demandait, parce qu'ils avaient émis le souhait de retourner travailler, parce qu'on peut aussi légitimement se dire, voilà, on nous annonce que le déconfinement progressif, etc., avoir envie aussi de retourner travailler, que le télétravail n'est pas nécessairement toujours possible, donc ou n'est plus nécessairement possible, avoir envie de retrouver le contact avec ses collègues, etc. Et dans ce cadre-là, je vois de plus en plus d'employeurs qui ont commencé à demander des certificats de déconfinement, des certificats de non-contagiosité, enfin bref, des tas de certificats de ce type-là, voire demander d'aller voir les médecins pour obtenir un certificat d'aptitude. Or, ce ne sont ni vos hématologues, ni vos médecins traitants qui sont compétents à ce niveau-là. Ce sont les médecins du travail, en fait, qui peuvent déterminer si oui ou non vous pouvez reprendre le travail sans risque. Ce qu'il faut là aussi savoir, c'est que ces médecins du travail, tout comme vos employeurs, ont une responsabilité juridique engagée par rapport au risque, et que même en prenant toutes les précautions par rapport au lieu de travail, ils peuvent être tout à fait sûrs d'eux au niveau du lieu de travail, la grosse inconnue reste les transports. Or, quand on prend un transport pour se rendre sur son lieu de travail, eh bien là aussi, vous devez savoir, si vous avez un accident sur le
chemin qui mène à votre travail, c'est considéré comme un accident du travail. Donc, potentiellement, si vous deviez être contaminé par le Covid et qu'on pouvait établir un lien de causalité, ou en tout cas avec le transport, avec la prise de transport en commun, par exemple, eh bien, ce serait de la responsabilité juridique de l'employeur. Donc, on voit de manière importante une réticence aujourd'hui des employeurs à accueillir des personnes qui ont eu, pour lesquelles ils ont eu des arrêts de travail dans les mois précédents, voire un certificat d'isolement début juin, parce que la prise de risque pour eux est quand même importante. Parce que même si vous dites, mais moi je suis prêt à prendre le risque, j'ai vraiment envie de retourner travailler, c'est pas nécessairement la position ou qu'auront vos aidants si jamais vous deviez contracter un Covid et malheureusement avoir des séquelles importantes ou voire faire une forme létale de ce Covid. Voilà. Donc, qui peut décider de mon inaptitude? Alors, ce serait plutôt de l'aptitude à reprendre le travail. C'est plutôt du ressort, effectivement, du médecin du travail. Enfin, c'est même du ressort du médecin du travail et en aucun cas de votre médecin traitant. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui, effectivement. Alors, nous avons des questions qui sont liées au congé de longue durée. Oui. Qui mécaniquement, d'après la question, fait reculer le départ à la retraite pour cette personne-là. Est-ce que ce cas est exceptionnel? Est-ce que c'est décidé par l'employeur? Comment est-ce que c'est décidé, ce type de… Est-ce que la personne, enfin, si la personne est dans la salle, est-ce qu'il est dans la fonction publique ou dans le privé? Parce que congé de longue durée, normalement, le congé de longue durée, c'est un congé spécifique de la fonction publique. Alors, peut-être qu'à ce moment-là, donc si la personne qui a posé, je crois que c'est Rémi qui nous a posé cette question-là, donc nous nous adressons directement à Rémi s'il est encore avec nous et si, eh bien, pendant que nous poursuivons, Rémi veut bien effectivement préciser sa question pour savoir s'il fait ou non partie de la fonction publique. Cela aidera Dominique à répondre je vais répondre en direct le cas échéant. Voilà, voilà. Donc, alors, d'autres questions pour l'instant, eh bien, sur ce sujet spécifiquement, nous n'en avons pas. Donc, merci beaucoup, Dominique. Je propose que nous passions eh bien, aux relations avec l'entourage. Et qui dit relation avec l'entourage, eh bien, dans un premier temps, eh bien, nous allons passer la parole à Maryse Garzia, qui eh bien, est proche de patientes et qui va aborder avec nous eh bien, ce sujet-là sous un angle qui est eh bien, aussi celui des émotions, celui du ressenti. Et donc, je laisse la parole à Maryse sur tous ces sujets liés aux émotions et aux ressentis dans le thème qui nous relie aujourd'hui. Merci Hervé, merci. Juste, est-ce que mon ordinateur ne fait pas trop de bruit? Ça va? Parce que j'ai un petit souci depuis tout à l'heure de chauffe. Alors non, nous n'entendons pas les vapeurs du ventilateur, donc nous sommes très confortablement installés et n'entendons aucun bruit parasite. Voilà, pour que tu sois… D'accord, excusez-moi. D'accord. Aucun souci, cela ne nous gêne pas, en tout cas, n'arrive pas jusqu'à nous. Bien. Bonsoir à tous. Donc, comme vous avez peut-être déjà vu dans ce module, pour ceux qui ont participé au MOOC, ce module a donc traité du sujet sensible des émotions et avec l'appui naturellement des commentaires laissés par les participants dans le MOOC, je vais tenter de faire une petite synthèse sur ce sujet sans trop développer, sans trop approfondir, parce que notre temps est précieux et il faut que tout le monde puisse s'exprimer. Et naturellement, après, laisser la parole à Karen qui pourra, avec son expertise professionnelle, répondre à 3 points auxquels nous avons justement réfléchi ensemble
sur un peu la synthèse de ce module pour cette année. Alors, si vous voulez, parlons des émotions ressenties. J'ai remarqué que le côté dit positif était souvent recherché et mis en exergue naturellement devant les angoisses, devant le vécu négatif. Les témoignages de chacun ont permis de dédramatiser, si je peux m'exprimer ainsi, de permettre donc un partage de l'expérience de chacun, des autres, et d'entendre naturellement le vécu des autres malades, des autres aidants. Je vais citer quelques verbatims à chaque fois, c'est assez vivant et puis ça vous permettra de comprendre les avis des différents participants. Alors, quelqu'un nous a dit, je ne le cite pas par son nom parce que bon, c'était dans le MOOC, mais vous pouvez le voir. On vit avec la récidive, on essaye de ne pas y penser. Les contrôles réguliers sont là pour nous y faire penser. De toute façon, pas besoin d'anticiper plus et voir plus loin, voir la famille grandir et s'agrandir, rester le plus positif possible, sinon on sombre. Je cite également une autre participante. Le silence après la tempête permet d'ouvrir les yeux ou de réapprendre à regarder les choses. L'énergie qui circule autour de nous apporte à chacun des outils pour nous aider dans ces périodes négatives. Il y a toujours cette notion du négatif, naturellement, qui est en comparaison pour s'en sortir. Je tenais à remercier les participants au MOOC pour la véritable bouffée d'air pur contenue dans des vidéos et dans des commentaires qui ont été postés dans le MOOC et qui a permis à tous de vivre le plus positivement possible. Nous savons combien cela n'est pas évident pour tous les malades. Nous avons vu que pour un malade ou un aidant, chacun s'exprime avec ses propres mots, sa façon personnelle de vivre au travers de la maladie. C'est un vécu donc différent et personnel pour chacun. Alors, je cite une personne qui nous a écrit « J'ai pris le parti de toujours dire la vérité à mes enfants, quel que soit le sujet. La maladie n'a pas fait exception à cette règle. Mon fils est loin et il a peur de la maladie. Donc, il est plutôt dans le déni. » Cette notion de déni. On ne va pas pouvoir parler de tout avec les mêmes personnes. Chacun connaît l'épaule sur laquelle elle pourra parler de ses émotions. C'est intime, une émotion, on n'arrive pas spécialement à l'exprimer. Donc, on va choisir son confident, on va choisir la personne à qui on va le dire. Et dans chaque famille, dans chaque cas, c'est souvent différent. Ça peut être une amie, ça peut être un proche, quelqu'un du travail, c'est différent. C'est quelque chose que l'on a remarqué quand même dans cette synthèse de ce module. Je parle surtout, je cite, de mes émotions ressenties à mes très bonnes amies. Mon mari, je vois qu'il n'est pas bien quand je lui parle trop de la maladie et de son côté négatif. Donc voilà, cette personne a choisi ses principales amies. On peut comprendre aussi. Une autre nous a dit, la solidarité dans le couple et dans la famille doit être la chose essentielle avec l'écoute. C'est aussi devenir acteur de la maladie. Ça peut être pas spécialement un professionnel, mais une personne connaissant de manière éclairée la pathologie, en qui on a confiance. Pour partir à la recherche d'informations, des compétences pour soi et pour l'aider. L'association, comme pour toute pathologie, est souvent la porte vers la solution, vers la résilience. Ça, c'est toujours la même personne qui s'exprimait et qui a ouvert cette porte, qui s'est rendu compte qu'avec un groupe, avec l'association, c'était quand même une ouverture et une possibilité d'aller vers ce terrain de la résilience. Le sentiment d'injustice a souvent été évoqué également. Une personne a dit, en tant que fille de malade, c'est un coup de massue qui m'est tombé dessus.
à l'annonce du diagnostic. J'ai ressenti une énorme colère, donc la colère aussi, liée à un sentiment d'injustice par rapport à tout ce qui est arrivé à ma famille ces dernières années et au fait qu'elle ne mérite pas ça. Naturellement, le sentiment d'injustice, c'est quelque chose qui est souvent reporté par les participants de ce module. Je tenais également à évoquer ce qui avait été dit dans les précédents MOOC et qui mérite d'être répété aujourd'hui parce que nous les avons relus. C'est quelque chose qui vient très souvent. Comme je confirme, j'ai la chance d'être bien entourée et cela a été mon moteur, tout cet amour. Donc on est quand même on se rend compte que c'est quand même important ce point d'être entouré, d'avoir cette chance. Et naturellement, combien ça peut être plus sensible, plus douloureux aussi pour des personnes qui le sont moins. Une autre personne nous a dit, certes, les douleurs sont toujours là, mais quel bonheur de partager au quotidien avec mon entourage familial. Au début de mon myélome, j'ai dû assumer toute seule, car je n'ai pas voulu avertir mon fils qui habite à 700 km de chez moi. Je craignais de les affoler et j'ai donc pris sur moi dès le début. Depuis, ils savent que je vis seule et je dois composer avec cela. Une autre participante nous avait dit, au moment du diagnostic, très affaiblie, je suis allée par la force des choses vivre 5 mois chez mon père qui m'a portée, au sens propre comme au sens figuré. Un mois après l'autogreffe, j'ai décidé de rentrer chez moi. Je vis seule et l'espace que j'investissais tant bien que mal durant les 3 premiers mois suivant mon retour s'était considérablement rétréci du fait de la fatigue et de la perte de mobilité. Ça n'a pas été facile tous les jours, mais mon entourage était présent moralement. Donc on voit aussi l'importance de se retrouver chez soi, mais de conserver ce soutien moral des proches. La place des aidants n'est pas évidente, vous le savez. Donc, c'est quelque chose, nous parlons de plus en plus à l'association des aidants, comme un petit peu de partout. Les aidants, c'est un sujet sensible, c'est un sujet qui est de plus en plus écouté. Nous en avons maintenant de la considération parce que, d'après déjà tout ce que nous venons d'entendre et d'écouter, mais aussi parce que nous essayons de revendiquer, il y a des associations qui le font également, qui sont spécifiques là-dedans, plus que les associations de malades, des associations spécifiques aux aidants. Mais c'est vrai que c'est une place qui est revendiquée, un rôle, un statut, et ça, c'est quelque chose que moi je supporte également en tant qu'aidante et représentante d'une association. Une aidante avait dit, l'information est primordiale pour moi qui accompagne, car j'identifie mieux les problèmes de mon époux, je les accepte et ne les juge jamais. Il désire que je sois présente. Je le suis, sans pour autant l'infantiliser. J'essaie de dédramatiser. Une autre personne nous avait dit, la présence et le soutien d'associations me paraît essentiel pour les aidants et vient en complément de l'approche purement médicale où l'aspect humain est souvent limité, pour ne pas dire oublié. Une sorte de formation pourrait également être la bienvenue. Donc c'est ce dont on était amené à parler tout à l'heure. Enfin, bien que n'étant pas concernés, les modalités d'aménagement d'horaires de travail aideraient beaucoup les accompagnants qui cumulent leur vie professionnelle et leur rôle d'aidant. Ça, c'est pas moi qui le dis, donc c'est toujours une personne qui s'est exprimée au travers de ce module sur la place des personnes et de l'entourage. Et elle avait terminé en disant, comme l'ont souligné d'autres participants, l'aidant a aussi besoin d'être aidé et soutenu. Donc, l'aidant, il va aider le malade, c'est un aidant, mais il a besoin d'être aidé. L'aidant
toute la complexité de cette aide et de ce soutien qui fait que nous sommes quand même on se rend compte d'une grande chaîne humaine dans la maladie. Tout ce côté humain qui est important. On a besoin des médicaments, on a besoin des médecins, c'est un besoin vital, mais on a tellement besoin aussi de l'humain. Ça, je pense que tout le monde maintenant en est bien convaincu. Alors, pour terminer donc cette synthèse, je souhaiterais évoquer une citation de quelqu'un. C'était un malade qui avait dit « L'important est d'avancer et de communiquer au mieux pour aider les autres à nous parler, à venir vers nous s'ils le souhaitent, s'ils le peuvent. Dans tous les cas, nous sommes seuls dans notre maladie. Nous la vivons avec ce que nous sommes. Faisons ensuite le chemin d'aller vers les autres pour les aider à nous aider. » Je peux passer à la diapo suivante, Hervé. Donc, je vous parlais tout à l'heure de 3 points que auxquels nous avions pensé avec Karen Krauter, notre fidèle psychologue sur qui on peut précieusement s'appuyer là dans notre MOOC, tant pour les tuteurs que pour les personnes quelquefois qui nous soumettent des cas un petit peu plus sensibles. Et donc, le premier point, c'était le thème du combat. Voilà, si on demande à un malade de se battre, on va lui exiger donc à cette personne une lutte, alors qu'à l'instant T, elle a peut-être simplement besoin, comme je le disais, de se reconstruire, de digérer sa maladie. Donc, parler de cette notion de combat qui est souvent revendiquée par l'entourage, mais tu sais, il faut te battre, il faut lutter. Il y a d'autres personnes qui en ont fait aussi leur quotidien, sans même qu'on leur ait demandé de le faire. Oui, je me bats, il faut que je me batte. Donc voilà, je pense que ce serait important de parler de cette notion-là avec Karen. Je cite deux verbatims qui faisaient partie de ce MOOC 2020. Le destin nous surprend parfois, la colère, l'injustice, la tristesse et l'inquiétude de l'avenir. Pour moi qui suis tombée malade en novembre 2018, après avoir perdu mes parents et mes 2 frères de cancer, l'injustice était un mot présent dans mon esprit. Encore cette notion d'injustice. Oui. Je discute facilement de ma maladie et mon combat est personnel. On est encore dans le combat. Personnellement, même si en ce moment je souffre encore beaucoup de douleurs consécutives à l'arthrodèse, je veux profiter de chaque instant avec mon mari, mes enfants, mes petits-enfants. Je me bats pour voir mes petits devenir de grands et beaux adultes. Je pense qu'il faut à chacun des objectifs à atteindre, le mieux est celui-là. Le deuxième point proposé sera l'isolement. Est-ce que ce ne serait pas nous qui nous isolerions par une communication qui pourrait faire croire que tout va bien, tant pour la personne malade que pour naturellement la personne aidante? Quels sont les recours du malade pour vaincre le sentiment de solitude? Et évoquer la capacité de se montrer fort et optimiste est intéressante pour avoir l'avis de Karen. Je cite 2 commentaires qui ont été postés, donc de vécus des personnes dans ce MOOC. En tant que malade, j'ai souvent du mal à partager des émotions que je ne comprends pas toujours moi-même. Je me sens souvent isolée. J'ai le sentiment que les autres ne me comprennent pas et j'avoue être souvent agacée par leur attitude. Je me sens étrangère à tout, plus vraiment concernée. Les échanges avec d'autres malades m'apportent du réconfort et me font me sentir à ma place. Tout paraît plus simple. Pas besoin de toujours expliquer ou de justifier. Et une autre a dit, on peut être tenté de se replier sur soi, même identique, en apparence. Soyons normales et profitons de la vie. Ça, c'est l'avis d'une personne qui avait également dit donc son vécu et son ressenti. On va passer au 3e et dernier point.
Donc, en dehors du fait de s'évader par des activités différentes pour chacun, en restant dans la thématique du relationnel, hein, parce que c'est un petit peu aujourd'hui ce dont nous avions souhaité parler pour clôturer cette dernière webconf, évaluons avec notre psychologue, avec Karen, la peur de perdre l'autre, d'être séparé par la maladie, par exemple, et comment pourrions-nous aborder cela avec nos proches. Dans 2 commentaires cités, vous pourrez peut-être mieux comprendre ce que vivent certaines personnes. J'ai digéré un peu tout ça et j'essaie désormais d'être positive, même si tout cela fait peur. Donc après la colère et la peur, maintenant l'espoir, même si les 2 autres seront toujours tapis là. Et le dernier commentaire, le dernier verbatim que je vous dirai sera « Très compliqué d'annoncer la maladie. La peur de faire de la peine, et puis maintenant, en rémission, mais restant vite fatigué, l'entourage ne le comprend pas toujours. C'est parfois un peu un sentiment de double peine. » Merci. Voilà. Donc je laisse la parole à Karen. Je voudrais souligner… J'espère que je n'ai pas été trop longue. C'est parfait, Il y Marie. en a encore à dire, mais on s'arrête. Oui, c'est parfait parce que je voudrais souligner qu'il y a un merveilleux travail que tu as fait et que vous avez fait ensemble avec Karen, parce que je sais que vous avez préparé tout cela et longuement, de manière à la fois à faire émerger tous ces verbatims, même en allant rechercher dans d'autres sessions du MOOC. Et là, c'est vraiment un travail remarquable de synthèse, bien sûr, et puis aussi pour faire émerger tous ces points qui vont être traités par Karen maintenant avec d'autres mots que ces mots de ceux qui sont les tiens, Maryse, en tant qu'aidante. Hein. Et là, d'avoir des mots de la professionnelle de santé qui est Karen en tant que psychologue, mais aussi dans son rôle tant vis-à-vis des personnes qui participent que vis-à-vis des tuteurs. Voilà. Merci. Écoutez, bonsoir à tous. Alors, merci Maryse de porter ces témoignages. On a vraiment eu à cœur que votre parole, à vous les malades, à vous les aidants, soit au centre vraiment de nos échanges et voilà, de nos pensées. Moi, étant oncopsychologue depuis plus de 20 ans, j'ai la chance et l'honneur d'entendre la parole des patients et des proches et de l'entourage. Et donc, c'est avec un grand plaisir que je fais ce travail avec vous et que je partage ces pensées avec vous. Alors, Maryse, merci pour la proposition des thèmes ou des problématiques que tu soulèves, qui sont évidemment d'une complexité considérable. Hein. Ce sont des choses extrêmement personnelles, extrêmement sensibles. On n'a pas forcément choisi la facilité, mais en même temps, ce sont des questions et des sentiments et des émotions qui sont au centre de nos histoires hein, quand on est malade et qu'on est proche de malade. Donc, voilà, moi, j'ai repris quelques grands thèmes, quelques grandes idées que tu as pu évoquer à travers ces paroles. Et pour vous donner un regard effectivement un peu plus professionnel et une lecture un peu différente de ces dimensions-là. Évidemment, pardonnez-moi à la fois la simplicité et la rapidité de certaines réponses eu égard au sujet complexe et profond, mais on a assez peu de temps. Et surtout, même si je fais certains raccourcis, sachez que je n'oublie jamais que chaque histoire est individuelle et personnelle et que rien n'est simple. Hein, et que voilà, la rapidité risque de faire perdre ça et sachez que je l'ai à l'esprit. Hein, qu'il ne s'agit pas d'injonction ou de simplification. Hein. C'est essayer en tout cas de vous apporter certains éléments qui peuvent paraître intéressants au regard de ces sujets. Alors, d'abord, la notion alors déjà, moi, j'ai envie de dire, puisqu'on parle de relations avec les proches, que moi, la question sur laquelle je me suis centrée, c'est vivre ensemble avec la maladie. Vivre ensemble de manière large.
vivre ensemble avec son conjoint, vivre ensemble avec ses enfants, sa famille, vivre ensemble avec ses collègues, ses amis et la société en général. Hein, et notamment, on l'a vu dans cette période troublée, notamment de crise sanitaire, vivre ensemble avec la maladie. Hein, c'est autour de cette question-là que j'ai réfléchi à ces dimensions. Alors, la question du partage, parce qu'effectivement, on parle du sentiment parfois d'isolement, du choix ou de dire les choses ou de ne pas les dire, du choix de partager certaines émotions ou de ne pas les partager, ou pas forcément un choix, c'est-à-dire la capacité ou non de partager avec son entourage quelque chose de son vécu. Alors, la question d'abord moi que j'ai envie de poser, c'est est-ce partageable? Est-ce toujours partageable ce qu'on vit, ce qu'on ressent quand on est malade? Et là, j'ai envie de dire qu'effectivement, il y a des choses qu'on va pouvoir partager et certainement, il y a toute une dimension de notre vécu qui ne va pas nous permettre réellement d'être totalement compris dans ce qu'on est en train de ressentir. Mais je dirais c'est vrai pour vous quand vous êtes malade, mais c'est vrai aussi pour nos proches, parce que nos proches, ils ne mesurent pas forcément ce que ça peut vouloir dire d'avoir un myélome multiple, évidemment, et de subir des traitements, et de subir des effets secondaires, et de se sentir affaibli, fragilisé, plus vulnérable, de perdre éventuellement des pans entiers de son existence, de devoir se redéfinir, de devoir trouver l'énergie et la motivation de continuer à avancer, de vivre avec un tel niveau d'incertitude. Bien sûr, même aimant les proches, ou même en ayant des liens affectifs pour nos amis, nos proches ne sont pas en capacité de tout appréhender. Mais nous-mêmes, en tant que malades, est-on capable d'appréhender totalement ce que ça peut vouloir dire d'avoir peur de perdre quelqu'un, par exemple? Est-ce que nous, on est dans la position de ceux qui sont en train de ressentir la peur de nous perdre, l'impuissance, l'inquiétude, la volonté de vouloir faire face, de vouloir dominer, de vouloir assumer pour ne pas montrer ses fragilités, pour ne pas peser davantage sur la difficulté de l'autre? Donc, je dirais que ces limites de ce qui est partageable, il est des deux côtés, il est de tous les côtés, pas seulement du côté du malade. Néanmoins, si je décide de ne pas informer, de ne pas communiquer, si à un moment donné, je ne partage pas, enfin, je n'exprime pas mon ressenti ou mes émotions, bien sûr qu'il est probable qu'à un moment donné, je me sentirai d'autant plus isolée. Donc, en fait, moi, je vous dirais d'ailleurs, notamment dans la communication avec les enfants ou les petits-enfants, on sait aujourd'hui qu'informer sur la maladie, c'est toujours mieux que de ne pas informer. Et ça, pour le vécu Excuse-moi, psychologique… Karen, pardon Oui. de t'interrompre. Est-ce que tu peux mettre peut-être ton deuxième écouteur parce qu'il y a des grésillements sur le son. On va essayer ça si tu veux bien. D'accord. Est-ce que vous m'entendez? C'est mieux? Vas-y, est-ce que tu veux bien continuer, s'il te plaît? Là, oui, alors je continue. Vous me dites si ça va. Donc voilà, effectivement, enfin, informer, c'est ce que je voulais vous dire. Informer est toujours positif, hein, dans la mesure où le vécu de chacun va être amélioré, et ça on le sait psychologiquement, on peut le mesurer, par le fait d'avoir informé sur ce qui est en train de se passer. Informé de manière adaptée, mais informé tout de même. Et pour ce qui est de partager les émotions, moi j'ai envie de dire, parce qu'on a envie de se protéger les uns les autres, hein, tout le monde a envie de protéger l'autre, et donc ne pas partager forcément certaines émotions qui ne manquent pas à certains moments d'être négatives. Là, j'ai envie de vous dire, finalement, ce qui est important, c'est de partager sans désespérer. C'est un peu ça l'enjeu. C'est-à-dire qu'idéalement, ce n'est pas toujours possible, c'est pouvoir partager votre ressenti, mais pas dans l'émotion négative dans laquelle vous êtes. C'est-à-dire être capable de dire comment vous vous sentez, sans être débordé par l'émotion négative que vous ressentez. Parce qu'en fait, ce qui va rendre l'autre, qui va mettre l'autre en difficulté, là où il va se sentir impuissant, là où il va se sentir débordé, c'est effectivement si vous partagez quelque chose sur lequel il a le sentiment de ne rien pouvoir faire. Et donc, effectivement, partagez ce que vous ressentez, mais sans désespérer et en ayant toujours la perspective de voir comment les choses peuvent s'améliorer et communiquer avec vos proches dans ce sens. Toujours associé à qu'est-ce qu'on peut faire pour le vivre mieux. Et puis la question du combat. Alors ça, c'est une grande question. Se battre, avoir le moral, il faut avoir le moral, il faut se battre, etc. Alors ça, je l'entends toujours. En fait, c'est d'abord une injonction
que la société nous envoie, hein, il faut avoir le moral, il faut combattre, etc. Une injonction que les proches peuvent nous renvoyer et une injonction qu'on s'envoie soi-même la plupart du temps. Hein. Donc, effectivement, c'est une pression importante. Alors, d'abord, se rappeler qu'avoir le moral tout le temps, humainement, c'est absolument impossible. Se battre tout le temps, c'est impossible. Avoir le moral tout le temps, c'est strictement impossible. Il y a des moments où on est angoissé, il y a des moments où on est fatigué, il y a des moments où on est découragé, voilà, on en a marre, etc. Et il y a des moments où on n'a pas envie de se battre, on a envie d'être sur un autre mode de rapport au monde et aux autres, et c'est normal. Donc, je ne dis pas que ça ne peut pas être motivant, mais ne mettons pas le combat au centre de tout, hein, parce que ça peut avoir un impact très négatif. On peut se sentir coupable ou perdre de l'estime de soi-même parce qu'on ne se sent pas suffisamment combatif par rapport à cette injonction. Mais on peut être angoissé aussi en se disant si je ne suis pas suffisamment combatif, ce n'est pas bon pour mon pronostic, ce n'est pas bon pour l'efficacité des traitements, etc. Donc, évidemment qu'il y a de la colère, il y a aussi de l'injustice, il y a des peurs. Donc, avoir le moral, quand on a un myélome multiple, 100% du temps, à tous les moments de la prise en charge, ce n'est pas possible. Alors, ça veut dire s'autoriser et autoriser à l'autre d'aller mal, de se laisser porter, de ne rien vouloir faire, d'être découragé. Et ça, chacun doit pouvoir, avec indulgence, l'accepter de l'autre. Ça n'empêche pas de retrouver la dynamique, de retrouver des raisons de continuer à avancer, mais c'est important de l'accepter, à la fois pour soi et pour ses proches, parce que les aidants aussi peuvent se sentir découragés. Et c'est normal, et ça s'entend. Hein, eux aussi peuvent en avoir marre. Alors, de quoi se protège-t-on, en fait, quand on se dit qu'il faut se battre et qu'il faut avoir le moral, etc. Alors, d'abord, se rappeler que souvent, les gens qui vous disent ça, bon, souvent, ça part d'une bonne intention, mais ils tiennent à vous, donc ils ont absolument envie que ça se passe bien et que vous vous en sortiez, et donc c'est en général ce qui leur vient à l'idée. Mais la deuxième chose, c'est que, et d'ailleurs, même le corps médical, même les soignants le font, vous dire faut avoir le moral, c'est aussi une manière de se protéger de vos émotions négatives, entre guillemets. En tout cas, des émotions que vous pourriez exprimer et avec lesquelles ils ne savent pas quoi faire. Parce qu'en réalité, si les gens autour de vous vous disent faut avoir le moral, c'est surtout que si vous ne l'aviez pas, si ils étaient en face de la situation de constater que vous ne l'avez pas, la plupart d'entre eux sont absolument démunis. Et donc, évidemment, dire avoir le moral, c'est aussi une manière de mettre à distance des émotions qui les désarment, simplement. Hein. Ça, il faut comprendre et c'est normal. Alors, de quoi se protège-t-on? En fait, on se protège de la peur. Alors, cette peur, elle consiste en quoi? Globalement, on ne va pas se voiler la face. La peur qui nous assaille dans cette période de la maladie et encore plus dans cette période de crise sanitaire, c'est la peur de mourir. Alors, autant dire que là, on est dans le vif du sujet, mais pas seulement dans le myélome multiple, dans l'humanité tout entière. C'est-à-dire le propre de notre humanité, c'est de porter cette peur, c'est d'être traversé par cette peur à certains moments de notre existence. Alors, quand on parle avec les gens et qu'on essaie de comprendre en quoi consiste cette peur, globalement, on comprend que cette peur de mourir, elle est à la fois une peur de l'inconnu, mais aussi une peur de souffrir. Souvent, c'est aussi ça. Hein, dans la peur de mourir, c'est la peur de souffrir et pas simplement de disparaître. Mais au fond du fond, et là, on est bien dans la problématique de l'aidant et de l'aide, etc. La peur de mourir, c'est l'angoisse de séparation. La peur de mourir, c'est la peur de quitter ce qu'on aime, d'être quitté par ce qu'on aime. La peur pour soi et la peur pour les autres, c'est effectivement, comme tu disais, Maryse, la peur d'être séparé par cette maladie. Bon. Et ça, évidemment, la notion de fragilité, de mortalité, elle est vraie pour chacun d'entre nous. Mais quand on a une maladie, on se sent plus vulnérable, il y a beaucoup plus d'incertitudes. Et je dirais que ce questionnement qui regarde tout être humain va être beaucoup plus prégnant. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'au moment où nous exprimons cette peur, au moment où nous parlons de cette peur, nous sommes tous vivants. Nous sommes tous en vie. Alors, comment peut-on faire pour avoir moins peur et pouvoir avoir une qualité de vie supérieure à celle qu'on vit quand on a peur? Parce que quand même, en matière de perte de qualité de vie, être angoissé, c'est quand même une des choses les plus compliquées à supporter. Alors d'abord se dire, et ça ne veut pas dire que c'est simple de ne pas avoir peur, hein, évidemment, par définition, mais que penser de tout ce temps perdu à craindre de ne pas pouvoir profiter de ce temps qu'on est en train de perdre?
Vous vous rendez compte du temps qu'on perd à se dire qu'on n'a plus le temps d'en profiter? C'est vrai que si on pouvait faire autrement, et à chaque fois qu'on peut faire autrement, c'est une réussite et c'est de la qualité de vie et c'est de la relation en plus. Alors, comment on fait? En fait, cette peur, on ne peut pas la faire disparaître. Bah, ça, c'est illusoire parce qu'elle fait partie de l'humanité. Par contre, on peut utiliser cette énergie différemment. Pour ceux qui connaissent un peu l'aïkido, utiliser cette énergie différemment. Et la résilience, ça consiste à ça, c'est-à-dire sublimer la peur, faire quelque chose d'autre de cette énergie. On peut le trouver dans l'entourage, dans les relations affectives, dans la vie sociale. On peut le trouver dans des activités comme la méditation, le yoga, tout le travail sur soi-même qui nous permet de gérer notre anxiété. On peut aussi, à travers des lectures, des approches philosophiques, la spiritualité, le contact avec la nature, l'expression artistique. Tout ça, ça peut nous permettre de mieux vivre cette peur et cette inquiétude. Quand elle est trop forte et qu'elle nous empêche de vivre, n'oubliez pas qu'un traitement ou un suivi psychologique, c'est quelque chose qui peut être envisageable et qui peut avoir un sens pour chacun d'entre nous et il faut le dédramatiser. À certains moments d'existence, ça peut être utile pour passer le cap et on peut ne pas réussir à trouver les ressources soi-même. Les associations, bien entendu, peuvent vous aider si vous êtes trop envahi par la peur. Une chose qui fonctionne très bien, et la plupart d'entre nous ici, on le sait, l'altruisme, le fait de s'occuper des autres, est un remède extrêmement efficace contre la peur. Donc effectivement, si vous vous occupez des autres, vous aurez moins peur pour vous-même. Et puis dans les sentiments à cultiver qui sont très efficaces contre la peur, il y a la confiance. Ah oui, la confiance en la vie, la confiance dans le corps médical, la confiance en notre entourage, la confiance à ce qui va se présenter pour nous. Et l'espoir, bien sûr, parce qu'on a aussi des raisons d'espérer en termes de traitement, en termes de capacité individuelle et collective à faire face à un certain nombre d'épreuves. C'est vrai pour le myélome, c'est vrai pour le Covid et c'est vrai pour tout le reste. Donc voilà, ça, c'est des éléments qui peuvent nous aider à être moins dominés par cette peur. Et de manière plus philosophique, et là on le trouve notamment dans le bouddhisme, je ne suis pas spécialement évidemment bouddhiste, mais je trouve ça intéressant, le fait de vivre l'instant présent. Une des démarches, on va dire, de vie et psychologique et relationnelle qui nous aide à vivre avec cette incertitude, c'est de vivre l'instant présent. Chaque jour compte. Chaque jour doit avoir de la qualité. Chaque jour doit idéalement nous apporter son lot de bien-être et de satisfaction. Moins on a peur de mourir et plus on est libre, en fait. Plus on est libre de vivre. Donc, c'est un peu cette énergie qu'il faut orienter de la bonne manière. Évidemment, ce n'est pas simple à faire. Et puis, pour replacer ceci dans le contexte actuel de la crise sanitaire, qui en fait a amplifié un certain nombre d'émotions et de sentiments difficiles, et notamment éventuellement l'inquiétude, l'angoisse, l'incertitude, le sentiment de vulnérabilité, bien sûr ça change aussi notre rapport à l'autre, une période comme celle-ci, notamment dans le cadre du confinement, pour ceux qui ont redécouvert leurs proches, pour ceux avec lesquels ça a été plus compliqué relationnellement. Moi, j'ai beaucoup de témoignages différents, des positifs et des moins positifs. Mais surtout, dans ce contexte sanitaire, il y a quelque chose qui va émerger, c'est la peur de l'autre ou la peur de contaminer l'autre. Voilà une autre peur qui est présente particulièrement dans cette période. Et donc, ça, évidemment, c'est une autre peur à apprivoiser. Comment, avec les mesures barrières, franchement, ça ne donne pas envie en termes de relations quand on vous parle de distanciation et de mesures barrières, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Alors, l'enjeu aujourd'hui, c'est comment on continue à réussir à être ensemble, comment on continue à réussir à communiquer, à s'apporter des choses, à rester en lien avec les limites qui s'imposent à nous. Eh bien, on est en train notamment de le faire ce soir, vous voyez, on a trouvé des solutions. Et notamment toutes ces manières alternatives, si j'ose dire, d'être ensemble et de communier. Et d'ailleurs, c'est ce que fait le MOOC, c'est ce que font les tuteurs qui pourront se présenter tout à l'heure. Je crois que là, on a créé ensemble, à notre petite échelle, des temps et des espaces qui permettent, sans s'exposer forcément, chacun avec nos limites, à être ensemble. Donc, voilà pour les choses les petites choses, en tout cas, les éléments que je voulais essayer d'apporter par rapport à ces problématiques, Maryse, dont tu m'as parlé. Évidemment, je peux conclure, bien sûr, que le multiple aussi Covid nous fragilise.
crée de l'incertitude encore plus. Ça peut créer des difficultés relationnelles, mais c'est aussi la source de résilience, de trouver d'autres façons de communiquer ensemble, de se recentrer sur ses valeurs et notamment sur ce qui est important pour nous comme les relations. Voilà, donc il y a aussi du positif à ces épreuves et je pense que de nombreux d'entre vous ont senti que cette épreuve était individuellement et collectivement aussi une opportunité, comme le myélome, de vivre mieux. Et juste une petite phrase pour terminer. J'ai envie de dire que la seule manière de vivre sans la peur, ça consisterait à ne pas avoir existé, ce que je trouve vraiment dommage parce qu'on ne serait pas là ensemble pour échanger. Et que vous dire une chose qu'un patient m'a dite il n'y a pas très longtemps, que j'ai trouvé fabuleuse, qui m'a dit « Le risque zéro de vivre n'existe pas ». Voilà. Voilà, je voulais conclure là-dessus. Et puis, repasser la parole. Et avant, puisqu'on va entendre ces tuteurs qui sont des partenaires, qui sont des compagnons de route pour moi, qui sont pour certains des amis, des gens pour qui j'ai beaucoup d'affection et d'estime. Donc, je suis très heureuse qu'ils prennent la parole aujourd'hui et leur dire que c'est un honneur pour moi et un grand plaisir de pouvoir les accompagner dans leur mission depuis le début quasiment de cette aventure. Un grand merci, Karen, d'avoir mis d'autres mots sur MOTS, bien sûr, et de nous avoir donné à nouveau beaucoup d'espoir. Alors, le premier des tuteurs dont je voudrais parler, que je voudrais mentionner, que je voudrais citer, tu vois la tête que j'ai, là. Voilà, dans une longue liste et son humilité parle pour lui. Pierre est celui d'entre nous, celui d'entre vous qui guide, qui accompagne, qui dialogue avec l'ensemble des tuteurs. Et Pierre, son humilité l'amène à être rarement au devant de la scène. Il l'est avec la photo que nous voyons ici sur la droite. Et il est avec nous également donc, en audio. Donc Pierre, voilà, je te passe tout de suite la parole. Bonsoir à toutes et à tous. M'entendez-vous? Nous t'entendons. Oui, Pierre, on t'entend. Pierre. Très bien, très bien. Voilà une chose toujours. Bon, eh bien, merci Karen, merci Maryse, bonsoir Hervé, et merci de me donner la parole. Bon, ma courte intervention va se dérouler en deux parties. La première, de vous dire comment je suis devenu tuteur. Et puis la seconde, non pas de présenter les tuteurs parce qu'ils vont le faire, mais d'évoquer un petit peu ce qu'ils font et ce qu'ils représentent pour moi. Bon, eh bien, tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Pierre, j'habite de Morbihan, j'ai 72 ans. J'accompagne Marie-Vonne, mon épouse, depuis 47 ans, dont plus de 13 ans de myélome. Je suis tuteur au MOOC depuis son origine. Et c'est Maryse, d'ailleurs, que je remercie ici, qui m'avait contacté, qui m'avait pressenti pour être parmi les premiers tuteurs. Et pour moi, ça a été une découverte. Même si au début, c'était quelque chose d'un peu inconnu, un peu nébuleux. On se demandait qu'est-ce que c'est que ça, comment cela pouvait-il fonctionner. Mais il m'est apparu rapidement que c'était un outil formidable pour la F3M de réaliser ses missions d'information et de soutien aux malades et à leurs proches. Et puis qu'il permettait aussi d'acquérir des connaissances et des compétences dans la connaissance de la maladie et de ses traitements, et puis même de la vie avec le myélome. Et ça, c'était quelque chose de formidable parce que ça a été fait avec l'appui des médecins hématologues de l'IFM qui nous permettait d'apporter une information scientifique sérieuse, validée, fiable, et dans des termes qui restaient tout à fait accessibles au plus grand nombre, ce qui est important. Hein. Et puis, ça permettait également d'avoir une approche plus facile avec la vie avec le myélome et les problèmes que cela pouvait créer. Et puis, le MOOC allait bien au-delà, puisqu'il permettait aux patients et aux participants en fait, de s'exprimer, de partager et d'échanger des émotions, des expériences.
Et avec une particularité, c'était accompagné de tuteurs. Et puis ça, c'était magnifique. Ça, c'est ce qui faisait l'originalité en fait de notre MOOC. Et je crois que c'était le premier MOOC tutoré dans le domaine médical. Hein. Alors, ce MOOC n'aurait pas pu se faire sans l'appui de Hervé, que je remercie, d'Hervé et de son équipe pour la plateforme technique, sans l'appui des médecins de l'IFM pour ce qui est de la partie médicale, sans l'appui des différents intervenants. Et j'ai une mention particulière pour Karen, pour ses interventions et pour son soutien qui nous est indispensable et très précieux. J'ai une mention également pour Bernard, sans qui ce MOOC n'aurait pas pu voir le jour. Et puis, peut-être est-il utile de vous apprendre que ce MOOC a trouvé son origine dans ses échanges avec le docteur Alexis Talbot. Alors, pour ce qui est des tuteurs, je vous disais tout à l'heure que l'originalité du MOOC était donc l'accompagnement des tuteurs. Eh bien, ici, on me donne l'occasion d'en parler. Et c'est avec un très grand plaisir de dire à ces tuteurs combien je les trouve admirables, combien je peux les remercier pour leur implication, leur empathie et puis pour leur engagement. Je pense qu'ils ont été au plus près des préoccupations des malades et des préoccupations des proches. Et encore, je ne peux dire qu'une chose, merci beaucoup. J'en profite aussi pour dire combien ça a été un plaisir d'échanger avec eux sur leur activité, sur leur maladie. Au travers de leurs témoignages et de leurs commentaires et de leur accompagnement, ils ont su faire vivre le MOOC. Ils en ont été vraiment l'âme vivante. Quoi ajouter, si ce n'est un grand bravo et un grand merci. Voilà. Je ne voudrais pas terminer sans remercier les participants pour leur dire que nous avons été contents qu'ils nous aient accordé leur confiance, et puis en espérant que ce MOOC a apporté réponse aux différentes questions qui n'ont pas manqué de se poser, et que cela leur a permis de vivre au mieux avec leur maladie. Merci à tous. Bonsoir. Enfin, je passe la parole aux autres tuteurs. Alors justement, Pierre, c'est poignant, c'est émouvant. On vit ensemble énormément de choses et comme l'a dit fort justement Karen tout à l'heure, ce que vous faites, c'est d'apporter aux autres et c'est une manière, comme elle l'a très bien dit tout à l'heure, à la fois d'aider et puis de s'aider aussi et d'être dans le partage. C'est quelque chose qui, Karen le disait tout à l'heure, eh bien, réduit l'angoisse, la peur et puis permet d'avoir une approche qui est très altruiste et Pierre, tu l'es, voilà, c'est formidable. Alors j'ai toute une liste de tuteurs, mais je crois que je vais quand même, je crois que c'est important parce que derrière les noms qui sont parfois amusants, Titos, c'est Gilles Clémence, mais je ne vais pas tous citer les pseudonymes, mais il y a Patrick Amingual, Valentine Baheux, pour ne citer que ceux du MOOC 6. Gilles Clémence, donc Bernard, Sophie Delmer, que vous avez vu également à plusieurs reprises et également comme intervenante, Pierre, bien sûr, Maryse, Jacques Hoffman, dit Flying Jack, André, Patricia Larousse, Guirbal, Marie-Laure Lissilour, Joël Maligne, Philippe Martin, Joséphine Ngassam, Aurélie Pêche, Geneviève Pellon, Colette Robert, Philippe Weiler, sans oublier bien évidemment beaucoup d'autres personnes qui sont mobilisées depuis le début. Je pense très fort à ILE, à Laurent, je pense aussi à Claude Jobert, je pense à Valérie qui a été là, je pense à plein d'autres et vraiment
Ça, c'est très, très important. Certains d'entre eux nous ont fait le bonheur et le plaisir de s'enregistrer. Je vais passer les messages dans quelques instants. Et puis, Pierre l'a dit, rien n'existerait sans les Philippe Moreau, sans les Olivier Decaux, les Bernadette Macro, etc., qui sont tous les médecins de l'IFM qui vous consacrent du temps le soir, dans toutes les circonstances, pendant les webconférences, et vous trouvez toute la liste sur le MOOC. Alors, je ne résiste pas au plaisir et je vais vous demander quelques instants d'une pause de quelques instants pour passer la première vidéo, et la première vidéo d'interview de certains des tuteurs pour qu'ils nous disent pourquoi ils ont accepté d'être tuteurs, pourquoi cela, qu'est-ce qu'ils trouvent dans ce MOOC. Et voici donc la première intervention. Voilà, je crois que cette intervention, c'est celle de Gilles. 58 ans, en Suisse, au pied du Jura vaudois, et mon pseudo de MOOC est Kitos. J'ai un myélome depuis 2016. L'an dernier, on a découvert une lésion de ma colonne cervicale qui a débouché sur une autogreffe en décembre. Lors de l'annonce de la lésion, je suis allé à la recherche d'informations pour comprendre cette maladie et puis pouvoir l'expliquer aux autres. Je suis tombé sur le MOOC, j'ai trouvé cette plateforme très riche en informations, en échanges et en présentations par les divers spécialistes. Je pense que c'est une plateforme qui a sa raison d'être dans des maladies rares comme la nôtre. On est toujours face à une douleur, face à des sentiments, une perte d'énergie. Et le fait de pouvoir aller sur le MOOC, de poser son inquiétude, et puis surtout d'avoir les réponses des tuteurs, est très très riche et nous permet d'avancer dans cette maladie. Aurélie, 49 ans, malade depuis janvier 2019. J'avais participé à des MOOC au début où j'étais malade, mais j'étais asymptomatique. Et je participais de plus en plus. J'ai trouvé ça très intéressant. Donc, quand on m'a proposé d'être tutrice, j'ai sauté sur l'occasion. Je trouve que c'est bien de... Bien. Ça s'est bien passé. Je sais pas, j'ai dû bafouiller. Oui, ben ça fait plus naturel. Alors nous avons une petite coupure de son. Je vais relancer la vidéo. Aussi une vision de la maladie un peu plus optimiste et du coup j'apportais de l'énergie au MOOC. Bon, maintenant j'apporte plus une expertise, enfin une expérience en tout cas, peut-être pas. Pour moi, être tutrice, c'est accompagner les gens dans leur désir de comprendre, dans toutes les étapes de la maladie, et aussi échanger en fait avec les participants et aussi échanger avec les tuteurs. Ça a été quelque chose d'important, découvrir d'autres personnes, d'autres visions de la maladie. Et puis des gens qui ont beaucoup réfléchi en fait, et ça m'aide parce que j'ai besoin toujours d'intellectualiser les choses. Donc, on découvre aussi des astuces, des moyens de moins souffrir ou de plus accepter les choses psychologiquement. Pour moi, cette maladie, bon, c'est pas très intéressant, c'est vrai, c'est une maladie qui ne se guérit pas, c'est une maladie qui apporte des traitements lourd, mais on est en vie, il faut profiter de cette vie. Et puis, j'ai vu qu'on pouvait être très mal en point physiquement, mais ça s'arrangeait quand même, effectivement, comme l'avait dit l'oncologue. Et donc, j'aimerais faire passer ça, c'est-à-dire dire aux gens qui sont en traitement, qui sont en autogreffe, qu'il y aura des douleurs lourdes et qu'on peut toujours profiter de quelque chose et que tout est une victoire finalement. Faire le tour de la maison, remonter sur un vélo,
passer une soirée sans s'endormir avec une heure, enfin bon, ce genre de choses. Voilà, donc pour moi, le MOOC, l'autoréflecteur et la F3M en général, c'est surtout ça, beaucoup d'espoir et des échanges. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Jean et c'est sous ce pseudo que vous pouvez me retrouver sur ce MOOC. J'ai 75 ans et je vis sur la côte vendéenne à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Malade du myélome depuis 5 ans et actuellement en rémission temporaire. La F3M et le MOOC ont été et sont encore pour moi une grande source de réconfort et un gisement de relations amicales et bienveillantes. Depuis l'annonce de la maladie, grâce à la F3M, j'ai pu suivre 2 sessions du MOOC et maintenant, c'est ma 3e participation comme tuteur. J'ai pu bénéficier de beaucoup d'aide et de secours de la part des équipes soignantes, des bénévoles d'associations et bien sûr de mon entourage familial. Ainsi, il me semblait tout naturel de pouvoir renvoyer comme tuteur ces marques d'attention, d'encouragement et d'espoir. Je le fais avec beaucoup de joie, mais aussi beaucoup d'humilité. Cela m'aide à vivre un peu mieux en compagnie du myélome et c'est ce que je voudrais souhaiter de mieux pour nous tous, patients et aidants. Bonjour, Claire Dupré, j'ai 67 ans, j'habite Colmar en Alsace. J'ai été diagnostiquée il y a 16 ans et j'ai eu 2 autogreffes, la première en 2007, la deuxième en 2018. Je suis investie dans le MOOC depuis 1 an seulement. Je souhaite transmettre un message d'espoir aux patients qui sont malades depuis peu. Dans cette maladie, au visage multiple, il est possible de bénéficier de longues rémissions sans traitement, ce qui est mon cas. Mon deuxième message, le voici. Le MOOC permet non seulement de trouver des informations médicales fiables, mais aussi de partager le vécu et le ressenti de chacun. Nous avons tous des ressources insoupçonnées pour faire face à la maladie, que nous soyons patients ou aidants. Nous constituons à travers le MOOC une communauté d'humains capables de partager et de se soutenir mutuellement dans l'empathie et la bienveillance. C'est pour cela que je poursuivrai mon implication dans cette démarche constructive et aidante. Si certains d'entre vous eh bien, ont cette envie de rejoindre, comme l'a dit, je crois, Claire, cette jolie équipe, communauté, bande amicale des tuteurs, eh bien, voilà, nous vous le proposons et si vous voulez bien répondre à ce moment-là à ce sondage, eh bien, nous en serions contents. Et au-delà de ces questions, de cette question et de ces interventions, eh bien, nous avons le plaisir d'avoir en direct plusieurs personnes. Et les voici, cette fameuse mosaïque que nous avions promise, eh bien, elle se constitue pour chacun d'entre eux. Et nous voyons eh bien, tour à tour ces visages qui éclairent nos écrans et c'est vraiment un grand bonheur. Et je vais demander si elle veut bien commencer, ouvrir le bal à Patricia, eh bien de nous dire ce qu'elle veut. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup. Ben oui, je vais commencer. Donc, je m'appelle Patricia. Mon pseudo sur le MOOC, c'est Alizarine. J'habite dans le Lot, une belle région. Donc, je suis en rémission d'un myélome qui a été diagnostiqué en 2017. Voilà. Donc, mon hématologue m'a parlé de la F3M et j'ai suivi mon premier MOOC au printemps 2019. Ça m'a beaucoup apporté. Et donc, rapidement, j'ai accepté de devenir tutrice en espérant apporter du soutien aux personnes qui sont concernées par cette maladie, aider à garder force, à garder espoir, à garder confiance. Aujourd'hui, j'ai choisi de relever un point qui est très important pour moi, c'est de citer l'importance de rester acteur de son parcours de soins, de se renseigner, de s'impliquer activement pour mobiliser toutes les ressources qui sont nécessaires. On a besoin de beaucoup. Tout en étant à l'écoute avec bienveillance des moments de faiblesse, des fragilités, des doutes. Les tuteurs et les participants, tout au long du MOOC, se soutiennent beaucoup. Oh.
se soutiennent. C'est pour te féliciter, Patricia. Donc, les participants et les tuteurs tout au long du MOOC se soutiennent beaucoup, s'entraident mutuellement, s'encouragent. On échange beaucoup et moi, ça me fait beaucoup de bien et je vois que ça fait beaucoup de bien à beaucoup de monde. Donc, j'essaie d'y contribuer comme je peux. Voilà. Je continue à dire qu'ensemble, on est plus fort. Voilà. Non, merci à tous. Qui veut prendre la parole maintenant? Allez. Allez, Sophie. Voilà, donc Sophie Delmer, bonsoir à toutes et à tous. Vous me connaissez également sous le pseudo de Verveine. J'ai 59 ans et je suis retraitée depuis maintenant 1 an et demi. J'habite à un petit village près de Sedan dans les Ardennes. J'ai été diagnostiquée en 2016. J'ai reçu un traitement VTD et autogreffe. Aujourd'hui, je suis en rémission complète. Je désirais de l'information fiable sur cette maladie qu'au début, j'avais beaucoup de mal à cerner et je me suis inscrite au MOOC. À cette époque, côté moral, c'était vraiment pas terrible. Et tout au long du MOOC, j'ai eu énormément d'informations, ce que j'étais venue chercher, mais je ne m'attendais pas à recevoir autant de soutien de la part de personnes que finalement je ne connaissais pas et qui pourtant me remontaient le moral au quotidien par leur écoute bienveillante, leur empathie et leurs conseils. J'ai ressenti un tel réconfort que rejoindre l'équipe de tuteurs, là vraiment ça s'est imposé à moi et j'ai fait les démarches pour à mon tour soutenir les malades et leurs proches. Aujourd'hui, en tant que tutrice, je voudrais vous dire que je suis heureuse et fière de vous accompagner. Voilà. C'est bien. Moi, c'est Joséphine Gassam. Je suis à Chalon-sur-Saône. J'ai été diagnostiquée en 2016 et je suis bénévole à AF3M depuis 2017. Et depuis 2018, je suis tutrice avec le pseudonyme de José. C'est Jose, en tout cas, j'ai dit Jose parce que Jose fait beaucoup de choses. Bon, dans mon quotidien, j'accompagne les personnes, les malades de myélome au centre hospitalier de Chalon-sur-Saône tous les 3e lundis du mois. Et bon, je les accompagne, en tout cas, je suis à l'écoute, je donne les conseils, aussi l'orientation et je les distribue les supports d'accompagnement de la AF3M. Parce qu'on m'a donné assez, donc je les redistribue. Pourquoi suis-je devenue tutrice? En acceptant ma maladie, c'est devenu pour moi une aventure. Et cette aventure, j'ai décidé de partager avec l'association, de l'accompagner, de la soutenir dans le combat. Et surtout aussi pour, comme ici, je m'occupe des gens en tout cas à Chalon, ça permet d'élargir mon champ d'action ailleurs aussi. Bon, parce que sur le MOOC, on travaille avec tout le monde. Voilà, je suis contente de faire ce travail parce que ça me plaît. J'aime bien accompagner. Je suis résiliente et j'aime bien utiliser mon expertise pour aider les gens. Voilà, merci. Merci à toi. Bonsoir. Moi, ce sont mes parents qui m'ont appelé Joël. J'ai 66 ans, j'habite à Caen, en Normandie. Diagnostiqué en 2008, j'ai bénéficié d'une autogreffe 10 ans plus tard. Et puis après avoir obtenu brillamment le diplôme du MOOC, j'ai décidé de devenir tuteur sous le pseudonyme Essiorbed. Alors, les découvertes que j'ai faites avec le MOOC, elles sont doubles. Tout d'abord, j'ai découvert la formidable capacité des participants à réagir, à rebondir, à avoir de la résilience vis-à-vis des situations les plus difficiles. Et particulièrement, je pense à l'annonce du diagnostic. Et puis l'autre découverte, elle est un peu plus personnelle, mais je vous en fais part. C'est celle d'avoir pu prendre conscience que
j'avais une capacité à développer encore plus de l'empathie pour les autres. Et je crois que donner et recevoir, c'est essentiel dans toute l'histoire. Et donc, longue vie au MOOC de la F3M. Merci Joël. Chaud au cœur, ce sont des témoignages qui font chaud au cœur et je voudrais associer les deux personnes qui sont dans l'ombre ce soir et qui ont travaillé d'arrache-pied, qui sont Audrey et Cyril, si vous voulez juste apparaître quelques instants pour compléter également cette mosaïque. À Dominique Thierry également de revenir. Voilà Cyril qui arrive aux manettes pour passer de la mosaïque à ces diapositives, aux vidéos, etc. Je sais qu'on les a mis sous une grande pression, donc vraiment un grand merci à vous. Je vois passer des messages de ceux qui arrivent pour la première fois, un message de Daniel Nabias qui était le comité de pilotage depuis le début, de Geneviève, d'Hélène, etc., qui constituent toute cette mosaïque. Et puis, au fur et à mesure de la mosaïque, eh bien, tout cela s'ancre dans le cadre de la F3M. Et cette F3M, eh bien, elle a maintenant aussi un nouveau président. Et ce nouveau président, eh bien, c'est Laurent Gillot. Et Laurent Gillot va nous rejoindre dans quelques minutes, je crois. Voilà, Laurent, c'est formidable. Il arrive avec le logo de la F3M. Voilà, et donc, juste le temps que Laurent nous rejoigne, voilà, c'est vraiment formidable que tu puisses être avec nous, Laurent, pour composer aussi cette mosaïque et y donner corps dans tes fonctions. Voilà, donc je te passe la parole. Merci à tous. Merci d'abord à tous les… Je vais me présenter quand même, parce que certains ne me connaissent pas. J'ai 57 ans, ça fait malade depuis 5 ans, en rémission depuis 4 ans. Donc, il y en a beaucoup, je pense, de ceux qui sont inscrits au MOOC que j'ai pu croiser, soit sur le site, soit sur les réseaux sociaux, soit une JNM en Normandie, comme Joël, ou par des échanges par mail, par téléphone. Je pense que j'en ai croisé déjà pas mal. Je voudrais d'abord vous dire merci à tous les gens qui ont réalisé le MOOC, parce que c'est eux aussi qui le font, qui le fabriquent. Moi, je m'étais inscrit à faire cette session. Je me dis, j'avais dû faire la première ou la deuxième, je ne sais plus. Je me dis, bon, je refais une session. Et puis, entre-temps, je suis devenu président de la F3M. Donc, ça m'a un petit peu arrêté dans mon élan. Et je n'ai pas pu continuer de finir cette session qui a pris une nouvelle forme avec un nouvel environnement que je trouve superbe. Merci à tous les tuteurs, parce que je pense que mon rêve aurait été… Maintenant, je pense que je n'aurai pas le temps, mais j'aimerais bien être tuteur du MOOC, pour être clair. C'est quelque chose qui m'aurait passionné de faire. Voilà. Et puis le MOOC, et puis tous, ça vous montrer que le numérique et l'humain ne sont pas forcément incompatibles. Même avec le numérique, on peut construire de belles relations humaines, et vous en êtes la preuve. Et ça me paraît essentiel. Alors, le Covid nous a empêchés de nous rencontrer, tous ceux qui sont connectés ce soir, sur les rencontres, comme disait Joséphine, les rencontres dans les hôpitaux ou les groupes de parole, etc. Et donc, ça nous manque. Et de la même façon, on a fait le choix de ne pas faire les JNM en présence, la JNM en présence dans l'événement civil, parce qu'on n'aura pas le temps de l'organiser avec le départ pris maintenant, c'est même si on le prenait maintenant, et puis on n'aura pas la certitude d'avoir les conditions sanitaires pour ne pas mettre en danger la vie les conditions des participants. Alors, on va faire une JNM, il y aura toujours une JNM, elle sera digitale, mais voilà, elle ne remplacera pas des rencontres physiques, c'est-à-dire il y aura des rencontres physiques, mais après, et dès que ce sera possible, dans chaque région qui le voudra bien, on organisera des réunions locales avec les supports de la JNM pour que les rencontres puissent avoir lieu, regarder les films ensemble, prendre un café, manger des gâteaux ensemble, et discuter avec les médecins qui sont présents. Voilà.
donc cette GNM elle aura lieu le 10 octobre sur 2 dates, hein, mais on vous tiendra au courant un peu plus tard. On a tout inventé au niveau de la GNM, hein, de cette nouvelle GNM numérique, qui sera quand même, où il faudra quand même privilégier le relationnel. Ça va être plein de choses qui peuvent paraître contradictoires. On sera numérique, mais on voudra quand même du contact. On sera au niveau national, mais on voudra aussi du contact au niveau régional, au niveau local. Donc tout ça, il faut qu'on l'invente. Hein. Bon, vous ne serez pas dans avec des inconnus, parce qu'on va construire ça avec l'équipe d'Hervé et de tous ceux qui participent avec lui à la construction du MOOC. Donc, c'est un gage de qualité, je pense, hein, et on va réfléchir ensemble et je pense qu'on va faire quelque chose de bien. On va avoir besoin de vous, tous ceux qui sont là, qui m'écoutent ce soir, et puis pour répondre déjà à l'enquête sur la GNM qu'on a lancée. La dernière fois que j'ai regardé, Hervé, je pense qu'on était à plus de 400 répondants, ce qui est déjà énorme. On en veut encore plus. Plus il y en aura, plus ça sera riche. Hein, donc, passez le mot. Je crois qu'on a ouvert l'enquête jusqu'au 14 juin, il me semble. Voilà. Donc, allez-y. On aura besoin de vous aussi pour passer l'information, parce que voilà, la GNM, elle va être numérique, mais tout le monde n'est pas forcément connecté. Donc, on va avoir besoin de tous de passer les messages dans les hôpitaux, passer des messages à vos proches, etc. On aura besoin vraiment de l'implication d'un maximum de monde. Qu'est-ce que j'avais encore choisi de vous dire? Voilà, je ne vais pas beaucoup m'attarder, simplement dire que vous en êtes la preuve. Tout ce que je vous ai vraiment tous écouté avec plaisir ce soir, comme toutes les webconf à laquelle j'ai pu participer. La F3M, moi je la connais depuis 2017. Je dis la principale richesse de la F3M, c'est l'humain. Voilà, c'est toutes les relations, les échanges qui ont été construits depuis 2007 par tous les malades, les aidants, ne pas oublier les aidants, je veux dire, ils sont aussi importants que les malades, mes hématologues partenaires qui sont là depuis le début aussi, hein, depuis 2007 avec les gens de l'IFM. Voilà. Et à nous maintenant qui sommes là à faire le MOOC, de continuer la route, quoi, hein, et de faire. Avoir un myélome, c'est pas quelque chose de positif, c'est plutôt une belle saloperie. Mais voilà, on construit des relations, on construit des choses qui sont belles et à nous de continuer, quoi. Voilà. Un grand merci, Laurent. Que de partage, d'humanité dans tout ce que nous avons entendu ce soir, ce que nous vivons les uns les autres. La F3M accueille, écoute, aide, guide et somme toute, nous sommes vraiment très heureux d'être une fois de plus avec vous toutes et tous ce soir. Le MOOC se poursuit jusqu'à dimanche 14 juin. Voilà. Donc, comme l'a dit Laurent, comptons sur vous pour nous donner vos idées, votre avis sur ce que va être cette journée numérique du 10 octobre. Et puis, il y aura deux sessions. Vous le découvrirez dans l'enquête qui vous sera renvoyée, bien évidemment, en tout cas pour ceux qui n'ont pas eu encore l'occasion de la consulter. Voilà, et puis il y aura d'autres webconférences. La saison 6 du MOOC, il y aura une saison 7, bien sûr. Vous avez le temps de la poursuivre et vous aurez aussi des questions-réponses à toutes les webconférences qui ont eu lieu depuis le début. Vous pouvez aussi remercier les tuteurs, vous le faites déjà, dialoguer encore avec eux. Voilà, prenez ce temps-là. Eh bien, ils sont encore présents. Voilà. Le mot de la fin, je crois que c'est le moment. En tout cas, c'est peut-être plus qu'un mot. Je crois qu'on a appris à applaudir les soignants. Je vous propose d'applaudir tous ceux qui nous faites le plaisir d'être avec nous ce soir et nous avoir suivis, nous suivre tout le temps, et puis de tous ces tuteurs et toutes les équipes qui sont autour avec. Donc voilà, je vous propose d'applaudir.
Voilà, on se dit au revoir, on vous souhaite bon appétit, on vous remercie, on est très heureux à très vite. Portez-vous bien. Portez-vous bien, oui. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir.